Bonjour tout le monde. Merci d'être ici. Merci à Robin et à Michel pour cette invitation généreuse que, qui est sous la thématique de la puissance collective, mais que je vis véritablement aussi comme une carte blanche. Je suis vraiment touchée de votre présence ici. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à une espèce de déambulation intellectuelle. Donc ça ne sera pas toujours la chose la plus structurée du monde, mais avec un peu de chance, il y a un portrait conceptuel qui va finir par se brosser. Donc, en fait, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est vraiment poser les assises pour réfléchir l'engagement et la puissance à partir du retrait, à partir du non-consentement. Et puis, lors de l'atelier la semaine prochaine, on va essayer de voir comment ça peut se traduire plus concrètement dans des œuvres d'art et dans des pratiques créatives et politiques, etc. Si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à... Moi, j'aime que les choses soient dynamiques aussi, donc n'hésitez pas à me faire signe dans le chat ou à lever la main. Sinon, il y aura une période à la fin où on pourra discuter ensemble. Donc, j'aimerais, avant de partager mon écran et de vous montrer des choses, juste pour introduire, donc j'aimerais parler des manières dont on peut s'extraire des structures qui nous façonnent. Que ces structures-là soient romanesques, carcérales, syntactiques, économiques. Je veux parler de l'abolition à partir des portes fermées, de dos tournés, de risques, de refus, euh, d'intégrité, de désintégration. Et pour ça, d'abord, je vais parler de lits et de chambres et des mondes qu'il reste à créer. Je vais parler de corps allongés. Et j'aimerais, en fait, comment je fais? Ah, voilà. J'aimerais me baser sur une citation d'Anne Boyer, qui est une poète que j'affectionne particulièrement et dont je suis en train de traduire le recueil d'essais A Handbook of Disappointed Fate, qui paraîtra normalement en janvier prochain. La citation va comme suit. Donc, c'est dans le texte qui s'appelle Prends et lis, Take up and read en anglais. C'est ma traduction. Elle dit: j'ai découvert aussi qu'une personne qui lit, surtout s'il s'agit d'une femme, est le plus souvent une personne qui néglige quelqu'un ou quelque chose. C'est une citation qui peut avoir l'air toute simple d'emblée, mais il y a vraiment quelque chose de crucial là au niveau de la négligence et de comment on la détermine. Et donc j'aimerais partir de là pour amorcer notre réflexion. Parce que l'association entre la femme qui lit et la négligence ne date pas d'hier. En fait, on voit ça dès les peintures de la Renaissance hollandaise où quand il y a des femmes qui lisent, le plancher est sale, où les enfants font n'importe quoi. Donc, il y a vraiment une association qui est forte et, euh, et en fait qui coïncide avec l'invention de la lampe à huile. Parce que la lampe à huile permet aux gens de lire après le coucher du soleil et donc d'ouvrir un espace, une intériorité à l'extérieur des tâches domestiques quotidiennes. Donc, si ce trope-là de la femme qui lit comme femme négligente ne date pas d'hier, il est vraiment à son apogée au 19e siècle. Parce que là, c'est le moment où la lampe à huile a vraiment été démocratisée puis qu'elle se retrouve dans la plupart des foyers. Et donc, cette potentielle autonomie mentale, surtout l'autonomie mentale de la femme, euh, qui risque de la rendre un peu inapte face au réel, euh, c'est une menace portée à la cellule familiale, c'est une menace comme politique. Euh, et on le voit dans cette gravure humoristique de John Leach, qui date de 1886 et qui s'intitule How to make a chatelaine a real blessing to mothers. Donc les châtelaines, c'était comme les chaînes attachées sur la taille avec lesquelles les femmes gardaient des clés ou des objets comme ça. Et puis là, donc, la châtelaine est attachée autour de la taille de la femme et elle est reliée à ses enfants pour que la femme puisse lire et se plonger dans son intériorité. Donc, cette vie littéraire intérieure des femmes est clairement, nettement en opposition avec la vie domestique et familiale. Ça ouvre une faille ici qui interroge et qui menace notre rapport au monde.
Et l'un des exemples les plus criants en fait de ce trope-là de la femme lectrice négligente, c'est évidemment dans le Madame Bovary de Flaubert, donc publié en 1857, donc autour de la même époque, où le personnage d'Emma Bovary se fait une idée de l'amour à partir de romans à l'eau de rose. Et elle finit par se suicider en laissant derrière elle sa fille orpheline. Si on se rappelle bien, le livre finit comme ça. Donc, oups. Donc, revenons à notre citation d'Anne Boyer. J'ai découvert aussi qu'une personne qui lit, surtout s'il s'agit d'une femme, est le plus souvent une personne qui néglige quelqu'un ou quelque chose. Donc, j'aimerais vous demander comment est-ce qu'on définit la négligence? C'est quoi négliger quelqu'un ou quelque chose? Et en fait, je pense que les bases domestiques et émotionnelles, parce qu'il y a différents types de négligence, les bases domestiques et émotionnelles à partir desquelles on définit ce qui est une négligence sont façonnées par le capitalisme et le patriarcat. Le capitalisme et le patriarcat déterminent ce qu'on considère être nos responsabilités, nos activités légitimes, au contraire les activités qui sont des passe-temps, des activités acceptables ou inacceptables. Et donc, j'aimerais ici qu'on revienne à cette citation d'Anne Boyer et qu'on pense la négligence non seulement comme un retrait de l'attention qu'on porte aux choses, mais comme en fait une redirection du care. Donc, c'est une négligence générative où en fait, comme une femme, une lectrice retrouve son agentivité pour mettre son care ailleurs, en l'occurrence ici dans un livre, donc un peu dans un monde à l'intérieur et en dehors du monde en même temps. Donc, c'est ça, c'est ce que j'appellerais une négligence générative, une bifurcation, une interruption intentionnelle qui a un potentiel émancipateur et qui ne menace rien de moins que l'ordre social. Est-ce que ça va pour tout le monde pour l'instant? Ok, je pense qu'on va dire que oui. Si jamais c'est la panique, écrivez-moi dans le chat. Ok, revenons à notre femme avec la châtelaine. Toute négligence dépend évidemment de conditions matérielles. Il faut un lit, une chambre, peut-être un livre. Il faut une châtelaine ou des berceaux pour attacher la châtelaine à nos enfants. Il faut un livre, une fenêtre. Et donc ça, ça a été mis en texte de manière vraiment magnifique par Virginia Woolf au début du XXe siècle dans son fameux essai A Room of One's Own. Et donc Woolf affirmait que a woman must have a room of one's own if she is to write fiction. Une femme doit avoir une chambre à elle ou un lieu à elle, peu importe, selon les traductions, pour écrire de la fiction. Et ici, fiction, je ne l'entends pas seulement comme écrire des romans. Ici, fiction, je pense, peut s'ouvrir vers quelque chose de plus large, c'est-à-dire la possibilité de créer d'autres mondes, la possibilité de fabuler, la possibilité de faire un autre monde dans le monde. Donc, pour être en mesure d'écrire, pour être en mesure de faire monde, la femme doit avoir une chambre à elle ou une pièce ou un lieu qui est fermé. Et en entrant dans cette chambre, elle se soustrait aux tâches quotidiennes qui la définissaient comme femme. Donc, c'est presque comme si elle cesse d'être femme au moment où elle est dans la chambre en elle. Et puis, Woolf parle aussi de cette androgynie de la chambre à soi dans son texte. Donc, la soi, le one's own, échappe aux genres qui lui sont assignés, aux rôles qui lui sont assignés. Et il y a un passage dans A Room of One's Own où Woolf dit « A lock on the door means the power to think for oneself. The whole of the mind must lie wide open. The curtains must be closed drawn. » Donc, une porte fermée, c'est la puissance de penser pour soi. La pensée s'allonge. Elle s'allonge, elle est grande ouverte, mais elle must lie right open. Et puis, j'insiste sur ce lie qui est à la fois allongé et qui est à la fois peut-être le mensonge, la fiction. The curtain must be closed drawn. Donc, la condition de l'ouverture de l'imagination, c'est la fermeture de la chambre. Et puis, comme 50 ans plus tard, l'intellectuel révolutionnaire cinéaste que j'adore, Pier Paolo Pasolini, dans l'entrevue qu'il a accordée la veille de son assassinat,
il écrit « fermer » dans mon langage signifie changer. Et pour moi, il y a comme un écho très clair entre ces deux pensées-là. C'est que la chambre en soi ouvre ici quelque chose comme une... La chambre à soi ouvre quelque chose comme une chambre en soi. À soi, en soi. Bref. Donc, les femmes allongées lisent. Et ici, c'est l'ouverture du... Cette horizontalité-là donne un potentiel d'ouverture à son propre désir. Et ici, je parle pas seulement de désir sexuel, je me base beaucoup sur Anne Carson dans Eros de Bittersweet, où elle parle vraiment du désir comme de la chose inatteignable, le désir comme ce cube de glace qui nous fond entre les mains. Et donc, le désir comme chose, comme mouvement vers quelque chose qui n'existe pas encore. Et donc, une potentielle abolition, un potentiel basculement de l'ordre social, mais voyons ça pour l'instant comme désir. Donc ici, dans ce tableau de Antoine Wirtz qui s'appelle La liseuse de romans, qui date de 1853, donc on retourne à cette époque de l'apogée du trope de la femme lectrice, on voit que bon, déjà la femme est nue, son sexe caché nous fait face, mais il est comme remplacé par, on le voit ici, le livre dans lequel le diablotin glisse ses doigts. Ceux qui ont vu Portrait de la jeune fille en feu comprendront de quoi je parle. Et donc, la femme est ici pervertie par son imagination, par le diable, et en même temps, elle est devant un miroir, elle se révèle à elle-même, son horizontalité la révèle à elle-même. Et donc, c'est un peu mon point de départ de réflexion, c'est que les corps allongés couvrent une disruption potentielle et détiennent le secret d'un basculement, et que la puissance du corps horizontal consiste à incarner un horizon à la fois inédit et dissident. Voici l'image d'un trou noir qui a été prise par la NASA. Et en fait, on ne voit pas le trou, on voit les objets lumineux qui disparaissent à l'intérieur du trou. Et donc, ce qui est intéressant avec les trous noirs, c'est que ce sont des étoiles dont la masse devient tellement grande, l'inertie, la force d'inertie est tellement grande que le cœur de l'étoile s'effondre en son centre, en lui-même, ce qui donne la venue d'un trou noir. Et le trou noir est défini par un horizon. Il y a un horizon dans le trou noir à partir duquel on n'est plus dans le même monde, à partir duquel le paradigme change complètement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'horizon du trou noir donne monde. C'est-à-dire les galaxies, à ce qu'on sache pour l'instant, naissent à partir des trous noirs. Chaque trou noir a une galaxie et chaque galaxie a un trou noir. Donc c'est vraiment, pour moi, l'horizon dont je parle, c'est à la fois l'horizontalité de la femme et puis un horizon qui est comme un phénomène physique très puissant de basculement. Donc c'est un retrait du monde qui ne dépend pas du monde, en fait. C'est un retrait du monde qui fait monde, qui se traduit par une modification de notre engagement dans le monde et surtout une modification de notre désengagement dans le monde. Et ce désengagement-là est à penser comme une puissance. Cette horizontalité-là n'est pas une défaite, mais l'expression d'une agentivité, la prise de distance, en fait, face à un consentement au monde qu'on n'a jamais donné. Dans la série d'entretiens qui constitue le livre Les Parleuses, Marguerite Duras et Xavier Gauthier touchent à cette question de la négligence générative aussi, la négligence comme stratégie féministe pour radicalement rejeter l'ordre capitaliste et patriarcal. Donc pour Duras, le refus de radical n'est pas une réponse. Elle écrit même si vous dites non, vous entamez le dialogue. Donc c'est un non au-delà du non, en fait, c'est un oui à autre chose. C'est un refus qui dépasse la contestation, la dénonciation, mais aussi la sphère intime. Comme la négligence des lectrices, le refus chez Duras perturbe l'ordre social, non seulement la famille, mais l'État qui est comme l'extension paternaliste de la famille. Donc, je vous lis l'extrait. Donc, Marguerite Duras dit « Mais les gens qui dénoncent des tas de choses demandent de passer à une action politique. Alors que la première chose à faire, ce serait de s'abstenir. Dire aux gens avant tout, avant les programmes, ne payez pas votre téléphone.
volez dans les magasins, n'achetez plus d'automobiles, ne votez plus, ne payez pas vos impôts, mais qu'on soit des millions à le faire. Xavier Gauthier dit, mais c'est ça le problème, et Duras finit, c'est tout. Je rêve d'un programme politique entièrement négatif, comme ça. Donc, j'ai... en fait, on va... Ouais. Donc, j'ai une question à partir de cette citation. C'est comment est-ce qu'on peut penser le retrait radical? Comment est-ce qu'on peut penser la chambre à soi, en territoire non cédé? Comment est-ce qu'on peut se retirer dans le monde alors qu'on est dans un monde qui est fondé sur une violence, qui est fondé sur un vol, qui est fondé sur du génocide, en fait. Donc, c'est comme une façon de revenir aux conditions matérielles, mais aussi existentielles de ce retrait, parce que ça implique quelque chose de collectif. Comment, donc, est-ce qu'on peut penser la chambre à soi, en soi, le retrait radical, en dehors d'une logique de la propriété, peut-être même en dehors d'une logique du lieu, mais plutôt une logique de l'état, pas l'état avec un grand E, mais l'état comme l'état d'esprit, l'état du corps, un état anti-étatique, quelque chose comme une force. On continue avec Duras et Xavier. Duras poursuit, elle dit, enfin, ce que je veux dire, c'est simplement que l'inertie, le refus passif, le refus de répondre, en somme, est une force colossale. C'est la force de l'enfant, par exemple, c'est la force de la femme. Ce serait une force d'ordre féminin qui ne s'explique pas, le refus, et je crois que les femmes pourraient l'opposer, celui-là. Des hommes passeraient tout de suite, toujours, au discours, pour expliquer, n'est-ce pas, pour expliciter, et les femmes pourraient l'opposer. Xavier Gauthier dit, mais pourquoi ça ne se passe pas, ce refus passif des femmes? Et Duras répond, c'est pas un travail qui peut être politiquement fécond, il est pas collectif, il est isolé. Et ici, je suis pas d'accord avec Duras, mais on va explorer pourquoi. Donc ici, d'abord, je suis d'accord avec la première partie du Duras. Je trouve que c'est hyper intéressant de penser le refus comme une force ou comme une puissance irradiante, si on veut rentrer dans le thème. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que ce refus-là passe par deux choses. Il passe d'une part par le refus d'expliciter, le refus de mettre en langage, le refus de théoriser, ce refus du discours qui est en fait un refus d'entrer dans le terrain du maître. Et en fait, c'est intéressant parce qu'elle dit c'est la puissance, c'est la force de l'enfant, c'est la force de la femme. Et enfant, infant, étymologiquement, ça renvoie à ce qui est sans voix, à ce qui ne parle pas. Donc, ça passe par ce refus de parler. Et ce refus de parler, c'est un refus rythmique. Elle dit des hommes passeraient tout de suite, toujours au discours pour expliquer. Donc, c'est se soustraire à la logique discursive, c'est se soustraire au rythme du tout de suite, toujours, qui est le rythme dominant, qui est le rythme de nomination, qui est le rythme de possession, qui est le rythme de la colonisation aussi. Donc, ça dépasse le réflexe discursif et le rythme de ce réflexe. Mais pour elle, donc, elle ne croit pas que ça peut être quelque chose de politiquement fécond. Elle dit, ce travail, il n'est pas collectif, il est isolé. Duras ne croit pas. Mais revenons à la citation précédente. Je rêve d'un programme politique entièrement négatif comme ça. Duras ne croit pas, mais elle rêve. Et ça, c'est important, parce que je vais revenir à cette notion du rêve, parce que là, vous me voyez venir avec mes grosses bottes et mes corps allongés, n'est-ce pas? Oups. Ok, désolée, je suis comme nouvelle sur Zoom. D'accord. Donc, pourquoi est-ce que Duras oppose le politique à l'intime? Ma réponse, c'est parce qu'elle est blanche et qu'elle a le privilège de pouvoir dissocier la théorie de la pratique. Elle a le privilège de pouvoir dissocier son vécu et des abstractions possibles. Et je trouve que la limite, on touche là à la limite de la radicalité de Duras, que j'adore, qu'elle me pardonne. Mais elle rêve, voilà. Donc, quand on pense à des féministes comme Bell Hooks ou même Angela Davis, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, beaucoup donc des féministes noires, mais aussi quelqu'un comme Anatan Kapesh, ce sont des gens dont les ancrages théoriques se fondent dans l'expérience vécue.
Donc le corps est l'intime est politique, le corps est politique, et le somatique est politique. Parce que justement, si on rêve tous d'un programme politique basé sur le refus, mais ce rêve-là, il devient collectif. Et pour moi, la limite duracienne, elle est là. Parce que chaque corps est dans des mesures différentes, avec des résonances différentes, mais chaque corps porte le traumatisme du monde dans lequel il est propulsé et auquel il n'a pas consenti. Chaque corps porte le traumatisme économique du capitalisme, le traumatisme racial, le traumatisme genré. Et donc, cette politique-là, cette collectivité-là, elle est dans nos corps. Ce terrain-là, il est déjà là. Et donc, pour aborder le traumatisme du non-consentement, il faut retourner à quelque chose de somatique, à quelque chose d'individuel qui rejoint le collectif. Ma deuxième question, et puis l'image qu'on voit ici, c'est l'image du Nap Ministry. C'est une photo qui a été prise par Charlie Watts et où on voit Trisha Hersey qui se repose avec une autre siesteuse. Je vais revenir sur le travail hyper important du Nap Ministry à la fin de la conférence. Mais en fait, je l'introduis ici parce que ma deuxième grande question, c'est pourquoi est-ce que le corps reposé est toujours un corps blanc, capable, cisgenre et bourgeois? Pourquoi est-ce que les femmes... Quelle est la condition pour que cette femme soit allongée? C'est qui fait son ménage à cette femme? C'est qui cueille ses légumes? Je pense que pour véritablement comprendre la puissance de l'horizontalité, il faut se tourner pas seulement vers ces lectrices aisées qui se prélassent en négligeant leur rôle domestique, mais vers des militantes racisées, donc anticapacitistes, anticapitalistes, dont les discours, les luttes et l'expérience vécue, en fait, c'est pour ça sont fondamentales pour penser non seulement une interruption de l'ordre du monde, mais le non-consentement radical face à cet ordre, non-consentement à partir duquel d'autres mondes sont possibles. Parce que ce sont des corps contre lesquels le monde s'est structuré. Et donc, ce sont les corps qui ont l'intelligence de comment en sortir. Et donc, je vais revenir à The Nap Ministry, comme je l'ai dit plus tard, mais d'abord, j'aimerais commencer avec, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un peu, la théoricienne anticapacitiste qui s'appelle Joanna Edva, qui a écrit la Sick Woman Theory et puis plus récemment un texte qui s'appelle Get Well Soon. Je vais y arriver tout de suite. Mais je pense que si on va du discours des disability studies et comme des discours anticapacitistes, on peut vraiment penser le corps allongé comme corps politique, comme corps qui d'emblée refuse le monde et qui peut donc s'ouvrir à d'autres architectures possibles du monde. Parce qu'en fait, le corps qu'on considère comme malade, on le considère comme malade à partir de sa possibilité de fonctionner ou pas dans un monde capitaliste, raciste, patriarcal, hyper violent. Donc, ces corps-là sont comme l'espace négatif de notre mode de fonctionnement. Et donc, l'intuition anticapacitiste de l'horizontalité, elle est déjà présente chez Virginia Woolf dans un formidable texte qui s'appelle On Being Ill. Oups, oui. Elle dit But in health, the genial presence must be kept up and the effort renewed. In illness, this make-believe ceases. Directly the bed is called for, or sunk deep amongst the pillow in one chair, we raise our feet even an inch above the ground on another. We cease to be soldiers in the army of the upright. We become deserters. We learn the virtue of plants. Et donc ça, je veux dire, c'est hyper politique. Elle dit que quand on est malade, on n'est plus des soldats dans l'armée verticale du monde où on fait semblant, où on est gentil, où on participe à la lubrification de l'économie. On s'allonge, on lève, on lève les pieds, on lève les jambes, et puis on devient des déserteurs du monde vertical. Et cette désertion du monde vertical nous lie aux plantes et au monde non humain. Ce à quoi je vais revenir aussi plus tard.
parce que Woolf ne théorisait pas ça nécessairement comme pensée anticapacitiste, mais je trouve ça intéressant de voir que malgré tous les angles morts qu'elle peut avoir, il y a quand même cette intelligence qui vient de la maladie, en l'occurrence chez Woolf, de la maladie mentale, où elle a été confinée dans un lit pendant très longtemps, et que ça a certainement informé sa vision du monde, de la fiction et du féminisme. Donc dans ce texte paru en 2016, qui s'appelle Sick Woman Theory, Joanna Edva, qu'on voit ici sur la photo, elle réfléchit en fait à comment penser l'engagement à partir de la maladie chronique. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres façons de penser l'engagement que des corps qui sont dans la rue et qui marchent et qui crient? Et donc, je vais lire en anglais, puis je vais traduire après. Donc, I listened to the sounds of the marches as they drifted up my window. Attached to the bed, I rose up my sick woman fist in solidarity. I started to think about what modes of protest are afforded to sick people. It seemed to me that many for whom Black Lives Matter is especially in service might not be able to be present for the marches because they were imprisoned by a job, the threat of being fired from their job if they marched, or literal incarceration. And of course, the threat of violence and police brutality. And also because of illness or disability, or because they were caring for someone with an illness or disability. Donc, ici, en fait, Edva montre une contradiction importante dans la pensée militante, la pensée de l'action, la pensée de l'engagement, en disant qu'en fait, les personnes qui sont les plus vulnérables, les personnes pour lesquelles il faut militer, sont des personnes qui sont comme a priori exclues de ces espaces-là, que ce soit à cause de maladies chroniques physiques, à cause du danger, d'être incarcéré, de subir de la violence, ou de l'espèce de prise d'otage économique, la peur de se faire virer de son travail. Et donc, à partir de là, Joanna Edva va proposer de penser une façon non pas de guérir ou de réparer le corps malade, mais de transformer le monde à partir du corps malade. En fait, de transformer le monde malade à partir du corps qui réagit à ce monde malade en tombant malade. Est-ce que ça va pour l'instant, tout le monde? OK. Donc, je poursuis avec l'article de Hedva. Sick woman theory is an insistence that most modes of political protest are internalized, lived, embodied, suffering, and no doubt invisible. La plupart des modes de contestation politique sont vécus, incarnés, invisibles. Donc, pour moi, ça me rappelle un peu le refus passif de l'enfant et de la femme qu'on voyait chez Duras. Sick woman theory redefines existence in a body as something that is primarily and always vulnerable, following from Judith Butler's work on precarity and resistance. Because the premise insists that a body is defined by its vulnerability, not temporarily affected by it, the implication is that it continuously reliant on infrastructures of support in order to endure, and so we need to reshape the world around this fact. Les corps sont par définition vulnérables. Un corps n'est pas malade parce qu'il est plus vulnérable, il est simplement dans le monde. Et si on comprend les corps à partir de cette vulnérabilité, on réalise qu'il ne s'agit pas d'un événement passager, ça la vulnérabilité, mais de la condition même d'être au monde, et que donc il y a besoin d'un soin collectif. Il faut que les gens sont liés entre eux. Et il faut un soin collectif, il faut qu'on prenne soin les uns les autres. À partir de nos forces et de nos vulnérabilités. Sick woman theory maintains that the body and mind are sensitive and reactive to regimes of oppression, particularly our current regime of neoliberal, white supremacist, imperial capitalist, cis heteropatriarchy. It is that all our bodies and minds carry the historical trauma of this, that it is the world itself that is making and keeping us sick. Donc c'est vraiment, plutôt que de penser la maladie comme quelque chose qu'on peut surmonter pour fonctionner dans le monde, en fait, il faut surmonter le monde pour qu'il puisse fonctionner pour nous, corps vulnérables, corps interreliés. Et ça, c'est à la fois au niveau de l'engagement conceptuel que de l'architecture, que ce soit l'architecture physique ou l'architecture conceptuelle à partir de laquelle on circule dans le monde.
Donc il y a et ça, donc ça date pas d'hier. Même Bell Hooks dans les années 70, dans un zine absolument génial qui s'appelle Angry Woman, elle dit We don't have to view that period of intense sickness as an invitation for despair, but as a sign of potential transformation in the very depths of whatever pain it is we are experiencing. Et puis là, donc, elle parlait de l'Amérique en disant que le capitalisme, le racisme rendent l'Amérique malade. Mais je trouve que cette citation résonne tellement dans le contexte actuel avec le virus, parce que c'est comme le symptôme, en fait, de tout ce qui, dans le monde, est malade. Et c'est aussi une opportunité, une occasion de penser à un changement plus radical. Donc, ce corps allongé-là, encore une fois, on y revient, c'est un horizon, c'est l'horizontalité du corps malade ou lisant, est un horizon social, politique et l'horizon d'une métamorphose du monde potentiel. Dans un texte rédigé l'année dernière qui s'appelle Get Well Soon, Joanna Edva précise un peu son programme politique, où en fait elle rebondit sur la réalité de la pandémie qu'on est en train de traverser. Donc, elle écrit Now might be a good time to rethink what a revolution can look like. Perhaps it doesn't look like a march of angry, abled bodies in the streets. Perhaps it looks something more like the world standing still because the bodies in it are exhausted. Because care has to be prioritized before it's too late. We've known, those of us for whom sickness is an everyday reality have long known about its revolutionary potential. We've known that a revolution can look like a horizontal body in a bed, unable to go to work. We've known that it might look like hundreds of thousands of bodies in bed, organizing a rent strike, separating life's value from capitalist productivity. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent que je traduise en français à chaque fois? J'essaie de regarder. Manifestez-vous si jamais vous en ressentez le besoin. Je veux que personne ne soit exclu. Mais voilà, en fait, ici, là, elle touche exactement à ce qui m'intéresse, c'est-à-dire la puissance irradiante de l'horizontalité. Et donc, je pense que vraiment, ce qu'on appelle les disability studies, les disability justice studies sont un territoire hyper fertile pour penser ces questions-là, parce que ce sont comme les corps les plus vulnérables qui ont déjà dû naviguer dans un monde hostile, qui connaissent le mieux ce monde. Ça me ramène à un article de Anne Boyer. Donc, on revient à Anne Boyer. Parce qu'Anne Boyer aussi a beaucoup théorisé la maladie, les politiques de la maladie. C'est quelqu'un qui a qui a eu un cancer du sein très grave et qui est encore en rémission, donc qui sait ce que c'est être allongé et penser à comment détruire le capitalisme. Et puis dans cet article de Heavy Air que vous allez recevoir à la fin de cette conférence, elle écrit que pour elle, le grand combat de l'époque, c'est la propriété versus le temps. All the epic struggle comes down to is people who believe in their own right to property versus people who must come to believe in their own right to time. Et pour moi, cette citation-là, ça m'aide en fait à débroussailler les nuances entre la chambre à soi et la chambre en soi. La chambre en soi serait quelque chose de temporel. Encore une fois, quelque chose qui s'extrait du toujours, tout de suite, dont parlait Duras. Pour Anne Boyer, en fait, la nuit devient le lieu d'une résistance. La nuit devient le lieu du rêve. Duras, je rêve d'un programme politique. Night once was the matrix of dreams, and dreams are an at-hand instruction of the possibility of the impossible. And so it is utopia itself withheld from us in a world that withholds our sleep. Ça, c'est important. Le monde dicte quand est-ce qu'on peut dormir ou pas. Le monde dicte notre niveau de fatigue. Moi, je ne sais pas vous, mais personnellement, je suis épuisée. Et le monde est épuisant. Et cet épuisement-là mine la possibilité de rêver d'autres mondes, mine la possibilité d'une abolition, possibilité qui vient avec le repos.
et ça rejoint tout à fait le NAP Ministry avec lequel je vais terminer aujourd'hui. Donc, voyez, cite Sisu pour finir. Elle dit Only the dream, Hélène Sisu writes, teaches us to write in an authorless way, teaches us the sensation of nobody knows. Et ça, pour moi, c'est fascinant parce que c'est comme si, en revenant dans le corps somatique, dans le corps horizontal, le corps horizon, le corps qui rêve, on arrive non pas à quelque chose de comme nombriliste, personnel. En fait, on arrive à un anonymat qui nous relie à tout le monde, en fait. Et c'est une déconstruction des identités qui se construisent dans le capitalisme néolibéral, hyper individualisant, hyper atomisant. Et puis ça, dans Care Work, Dreaming Disability Justice, la philosophe Leah Lakshmi Pievza Samarasina parle de son lit comme du magical, disabled, revolutionary space of writing from my bed in old sleep pants. This is my place of power, the fulcrum, the place where everything emerges from. I dream here, I write here. Donc, c'est comme le lit, c'est le lieu de la révolution, l'horizontalité, le lieu de la révolution. Par ailleurs, j'aimerais remercier Dr Nathalie Batraville qui m'a montré la direction de cette théoricienne, Leah Lakshmi Pievza Saramansida. Donc, c'est ça. Donc, le lit, l'horizontalité, c'est l'avenue d'un pouvoir politique immense. Ça, c'est pour l'autre fois. OK. Ici, vous avez une citation qui vient d'une étude de recherche qui s'est attardée sur le profilage racial et puis le stop and frisk policy à New York, donc le droit qu'ont les policiers de comme arrêter n'importe qui et les fouiller. Donc ici, on explique qu'il y a un formulaire sur lequel le policier, sur 42% des cas, a écrit que la cause, c'était le mouvement furtif. Et que ce mouvement furtif-là n'est pas considéré comme quelque chose d'injustifié. C'est quoi un mouvement furtif? Donc ça va avec suspicious bulge. Un mouvement furtif, c'est un mouvement, c'est une catégorie légale, mais qui est hyper floue en fait, qui comme notre premier ministre, repose sur le bon jugement des policiers. Donc c'est hyper sketch. Le mouvement furtif, c'est des mouvements qu'un policier identifie comme étant anormal. C'est un mouvement à partir duquel un policier peut venir vous interpeller, vous interrompre dans votre route. Et cette catégorie-là de mouvement furtif est vue comme une cause justifiable pour arrêter et parfois pour tuer des gens, et surtout des personnes marginalisées. Et à partir de cette notion d'horizontalité-là, moi, ce que j'aimerais demander, c'est est-ce que l'horizontalité, est-ce que l'immobilité peut être un mouvement furtif? Et en fait, ma réponse, c'est cette photographie prise le 1er septembre 1990 par Shani Komulainen, qui montre donc le soldat Patrick Cloutier et un guerrier Anishinaabe, Brad Larocque, pendant la fameuse crise d'Oka, où évidemment, donc, il y avait des barricades qui étaient construites, il y avait un droit de passage. Et puis ici, l'immobilité du guerrier Anishinaabe est un mouvement furtif. C'est un mouvement qu'on identifie comme dissident, c'est un mouvement qui refuse l'État, qui refuse la gouvernance. Tout comme le corps malade allongé est un corps furtif parce que c'est un corps qui ne peut pas participer au système même qui l'oppresse. Et puis, ça m'amène à la théoricienne Audra Simpson, la théoricienne autochtone Audra Simpson, qui parle de la crise d'Oka, en fait, dans son article The Rules of Consent. Donc, je vais d'abord le lire en anglais. How could the claims that the state was making upon history, upon law, upon governance work factually, if not ethically, if Mohawks were demanding that the treaties be upheld and Indigenous passports be honored, if they expected that controversial internal decisions to exclude the respected?
Their demands are tied to the refusals to disappear or acquiesce to state legitimacy and power. They push up against the desire of the liberal state to consider its governance just. How then are those who are targeted for elimination to articulate their politics within the exigencies of settler time and settler governance? Donc ici, ce qu'elle explique, c'est qu'en fait, les communautés Mohawk, Anishinaabe et autochtones en général, pendant la crise d'Oka, ont incarné un refus qui n'entre même pas en friction avec l'État parce qu'ils refusent de dialoguer avec l'État, car dialoguer avec l'État, ça serait reconnaître la légitimité de l'État. Et donc là, c'est encore une fois, je vous ramène à comme cette idée du refus passif, le refus qui ne répond pas, parce que répondre, c'est déjà entamer la conversation, c'est déjà entrer sur un terrain qui va nous détruire, qui est fait pour nous détruire. Et donc, pour Audra Simpson, la crise d'Oka témoigne de cette stratégie à ne pas entrer en dialogue avec l'État, de moi ce que j'appelle l'immobilité furtive. Et c'est ça, donc c'est vraiment comme un non-consentement radical. Je vais continuer un non-consentement radical qu'on retrouve aussi dans la pensée de l'institution chez Fred Moten et Stefano Harney, où ils disent en fait on ne peut pas faire une demande parce que faire une demande c'est faire une requête, et faire une requête c'est approuver l'autorité de l'État qui accepte ou qui refuse la requête après avoir reconnu où est-ce que vous êtes dans le monde ou votre droit de faire la requête. Et donc ça redouble l'injure, ça n'y porte pas remède. Donc il faut trouver des solutions qui sont en dehors de ces discours-là. Et je reviens donc au Nap Ministry, et là on va le connecter sur Instagram. Donc c'est encore dans la même série de photos absolument magnifiques, et puis le texte qui l'accompagne va comme suit. We don't want a seat at the table, fuck the table. We want a blanket and a pillow down by the ocean. We want to rest. Rest is our path to a liberated future. We will rest. Donc The Nap Ministry a été fondé en 2016 par Tricia Hersey. Et donc c'est vraiment c'est une artiste interdisciplinaire, une théoricienne, une healer, et c'est vraiment quelqu'un qui théorise et qui met en pratique le refus, pas d'une façon comme cute, rest is resistance, mais rest is resistance, mais c'est pas d'une façon qui peut être comme réappropriée par le capitalisme ou par le white feminism, encore pire. Parce que c'est profondément ancré dans une pensée de l'abolition et une pensée de théologie du womanism aussi. Je vous encourage à faire des recherches là-dessus et aussi à lire cette formidable entrevue de Tricia Hersey. C'est vraiment revenir à cette vérité somatique du corps, à la puissance comme abolitionniste potentiel, où on échappe au rythme capitaliste pour entrer dans le rêve, et dans un rythme du rêve qui correspond aux corps les plus vulnérables. Et cette approche somatique-là, c'est pas dans la perspective, c'est pas repose-toi pour mieux travailler, c'est pas pour rendre le corps encore plus productif, mais vraiment c'est une fugitivité. Et c'est pour ça que je dis que cette immobilité-là est un mouvement furtif. Et puis, ce que je trouve vraiment intéressant avec Tricia Hersey, c'est qu'elle base sa pensée aussi sur les pratiques de marronnage, sur Harriet Tubman, Nate Turner, les Black Radicals, donc toutes ces personnes prises en esclavage, opprimées, ces personnes noires qui ont fui leur contexte. Il y a une forme de fugitivité là-dedans. Donc, je vais lire la citation qui provient de l'entrevue de l'article que je vous ai partagé. But that's why I named it the Nap Ministry and used this persona of the Nap Bishop. It's so that people can come into this and think, oh, this is about soft, fluffy pillows and I want to take a nap, I'm tired. And I say, come on in. But then I start talking about white supremacy and capitalism and burning down systems. I'm inspired by Maroons and Harriet Tubman. I'm inspired by Nate Turner and Black Radicals. I think about my ancestors so much, and they are the reason why I do this work.
they are the ones I get energy from by thinking about the things that they were doing, the intergenerational wisdom, and the fact that they were making babies and making music, creating jazz and cooking good food. They were doing so much. Donc, pour elle, en fait, se reposer, c'est se reposer pour ses ancêtres qui ont non seulement pas pu se reposer, mais qui ont trouvé aussi d'autres manières de fuir, d'autres manières de rest. Et si c'était pas faire des siestes, ben c'était peut-être faire du jazz, c'était peut-être se sauver, c'était peut-être raconter des histoires. C'est d'autres manières de fuir. Et puis, pour finir, c'est cette immobilité que je nomme mouvement furtif. En fait, je pense que c'est pas tout à fait une immobilité. Et puis, c'est un peu ce que j'ai envie de creuser dans l'atelier qui suivra. C'est que cette immobilité-là déterre des mouvements internes. Elle déterre un rythme interne qui peut permettre de penser l'abolition à partir de rythmes biologiques, à partir de concepts biomimétiques, en sortant d'un anthropocentrisme et en entrant en relation avec le monde. Comme disait Virginia Woolf, we learn the virtue of plants. Et je pense que pour Trisha Hersey, c'est quelque chose qui est lié pas seulement au Black Liberation, mais à une pensée écologique, au monde naturel, à une pensée du rythme en dehors des paradigmes capitalistes coloniaux. Je pense que c'est ça pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais juste comme arrêter le partage d'écran. Comment on fait? À l'aide. Ben, tu recliques sur partage, je pense. Mais je le vois pas. C'est une petite flèche verte en haut. Ah, voilà. Ah, voilà. OK. Et là, tu peux mettre tout le monde en mosaïque. Ah oui, OK, je vous vois. Allô? J'ai une question tout d'abord. Ouais, d'accord. Je voulais savoir, est-ce que cette entrevue-là va être disponible à quelque part pour qu'on la réécoute? Je pense que oui. Robin saura répondre. Oui, ça sera affiché sur le site web de la Galerie Leonard des Biennales, probablement début semaine prochaine. Oui. Oui, moi, j'aurais une question. Est-ce que vous m'écoutez bien? Oui, je vous entends très bien. Ah, ok, parfait. Merci beaucoup. Merci pour commencer, en tout cas, de cette riche exploration avec les théories féministes et non féministes, mais en étant militant, tant en Amérique du Sud comme au Canada, je me rends compte que le discours, il reste un peu dans les années 80, quand on voyait c'est le capitalisme, le patriarcalisme comme l'ennemi, alors que, puis aussi on a parlé de la pandémie, puis c'est bien entendu que la pandémie c'est dans le monde entier, même les pays socialistes, au Pérou par exemple, déjà dans les années 40, Magda Porter, que c'était une femme de gauche, militante, qu'elle a été incarcérée plusieurs fois. Alors, puis aussi, je viens de lire Irène Nemirovsky, suite française, qui dénonce aussi comment les pays occidentaux qu'on considérait comme à l'avant-garde des droits humains dans la suite française, puis aussi Goliarda Sapienza, qui fait comme une étude des deux guerres mondiales puis de la situation de la femme. Alors, je pense qu'il faudrait comme élargir un peu les concepts, que le patriarcalisme n'est pas seulement du système capitaliste, c'est de tous les systèmes coloniaux. Puis, je considère qu'en étant vraiment critique du mouvement socialiste et communiste, on voit les mêmes problèmes, puis pire. La violence, que ce soit politique ou de genre, dans les pays socialistes, est vraiment terrible. Alors, juste c'était comme une suggestion pour comme élargir un peu le campus ce qu'on appelle le patriarcalisme ou le capitalisme. Hein?
Tout à fait, tout à fait. Et en fait, je pense que merci beaucoup pour cette réflexion hyper enrichissante, parce que je pense qu'en effet, le patriarcat précède le capitalisme. Le capitalisme est toujours patriarcal, mais le communisme aussi peut l'être. Et je crois que en fait, que des fois peut-être ça peut être un raccourci de dire on s'oppose au capitalisme, au patriarcat. C'est peut-être parce que c'est mon contexte immédiat et c'est le contexte des théoriciennes auxquelles je fais référence. Mais je pense en fait qu'on pourrait élargir ça pour penser plus largement quelque chose qui soit anti-étatique. Et ce qui, dans ce cas-là, pourrait couvrir des contextes qui sont effectivement pas capitalistes. Merci. Merci à vous. Puis aussi, j'avais une autre, s'il n'y a pas une autre question, cette idée-là du mouvement furtif, il me semble, se ressemblait pas mal aussi au mouvement anarchiste de la fin du 19e siècle. C'est dans la considération de l'État comme le pouvoir absolu. Hein? Alors, Oui, oui, tout à fait, c'est ça. Mais toutefois, le mouvement furtif, c'est vraiment une catégorie judiciaire. À partir de laquelle, qui permet en fait de reproduire des violences, qui permet de comme justifier en termes bureaucratiques des violences. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de penser le furtif comme fugitivité potentielle. Ouais. Mais merci beaucoup pour vos considérations. Est-ce qu'il y a comme d'autres remarques, d'autres questions? Est-ce que ça interpelle vos pratiques? Ne soyez pas timide. Ou juste des remarques, c'est pas obligé d'être des questions. Oui, moi, je te dirais un grand merci pour ta conférence. Je me suis inscrite à l'atelier et j'ai très, très hâte. J'ai reçu beaucoup d'informations, puis j'ai hâte de relire mes notes, puis de réfléchir à tout ça. Mais merci, j'aime beaucoup cette idée de l'horizontalité comme agentivité, comme puissance de résistance. Ça m'interpelle beaucoup dans ma pratique en performance. J'ai fait plusieurs performances couchées. Et oui, ça génère toutes sortes de choses en moi, pour moi et avec les autres. Mais oui, alors, tout simplement, merci beaucoup. Puis j'ai très hâte à la semaine prochaine. Ah ben merci, j'ai hâte de voir aussi. On pourra discuter de votre pratique de performance horizontale aussi. Ça m'intéresse. Moi, le but, en fait, c'est pas du savoir cimenté là, que je vous transmets aujourd'hui, mais c'est vraiment comme juste des pistes pour réfléchir ensemble, collectivement. Donc, ça me fait très plaisir que ça vous rejoigne ainsi. Il y a deux questions. Bénédicte qui était premier, puis Raphaël après. Oui, par rapport à ce que tu disais, notre pratique, étant donné que je suis dans une pratique où c'est tellement difficile je suis en aménagement puis en architecture, c'est tellement difficile de s'imaginer hors d'un état, hors de l'état ou hors de l'état étatique. Puis, mais ce qui me survient comme idée en premier, c'est vraiment la friche, l'idée de la friche qui est justement qui est cette espèce d'état-là de ne pas accepter, peut-être justement de ne pas consentir à se faire, comme pas coloniser, mais se faire imposer un usage, ou dans le genre. Donc, je vais continuer à réfléchir sur ça. Non, je pense que ça peut être intéressant, là, que ce soit la friche ou penser des terrains vagues ou des lieux qui sont comme entre les lieux et qui n'ont pas de fonction. Il y a Simon Brown qui écrit que la friche est horizontale aussi. C'est vrai, à quelque part, tu sais, comme quand on pense, exemple, à la transmission des graines, c'est comme quelque chose de très horizontal. C'est pas quelqu'un qui vient te lancer comme ça, tu sais.
On n'est pas dans une pensée hiérarchique non plus, verticale. Ouais. Ça challenge aussi toute la question de la temporalité étatique. C'est ça, c'est l'horizon du trou noir. Puis je suis vraiment reconnaissante aussi de l'intervention de Mme Roha, justement, d'essayer de penser par rapport à l'État. C'est sûr que nous autres, on est soumis au système capitaliste, mais aussi juste penser au rapport à l'État, puis de ne pas avoir peur de justement aller dans des espèces d'avenues plus, c'est comme on a un peu peur à l'anarchie, tout ça, mais peut-être justement ça, les réponses. Je pense ça plus largement. Merci beaucoup, Bénédicte, pour cette friche. Et Raphaël avait une question. Oui, bonjour. Déjà, merci beaucoup je suis pas arrivée au début, j'ai un peu raté le début, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié la suite et je voulais savoir si il y avait des lectures, mais plus en termes de peut-être de romans ou de poésie. Il y avait cet extrait de Virginia Woolf qui m'a beaucoup parlé. Je voulais voir si éventuellement, il y avait des gens ici qui pouvaient peut-être partager des ressources littéraires qui parlent plus ou moins, qui évoquent cette idée-là sans forcément l'avoir conscientisée. Moi, ça m'a rappelé La Végétarienne, qui est un roman coréen de Hong Kong, où le personnage principal, suite justement à des violences, devient d'abord végétarienne et ensuite se rapproche de plus en plus du règne végétal. Et donc, c'est un roman un peu fantastique et du coup qui peut se lire de plusieurs manières, mais c'est aussi un refus de la société qui est pris par cette attirance vers le monde du soleil, de l'air et de la passivité, mais qui est une passivité active, si on peut dire. Donc, je trouve que ça allait bien avec cette notion de non-consentement. Ah ouais, c'est super intéressant. J'irai voir avec la végétarienne. Il y a Madame Roja qui l'avait mentionné. C'est ça, il y a Marie Tissot qui dit aussi que le livre L'Art de la joie de Goliarda Sapienza, que j'ai lu et que j'ai adoré en fait. Mais pour moi, c'est ça, c'est lié, Sapienza et puis la végétarienne, espèce de devenir plante, c'est lié à une... c'est qu'en fait, j'ai l'impression que cette pensée horizontale, qui est une pensée d'une forme de ralentissement, du moins par rapport à la vitesse patriarcale, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est ça. C'est que pour moi, ça mène directement à une pensée écologique, parce que dès qu'on revient au rythme du corps, on revient aux manières dont les corps sont reliés entre eux, non seulement les corps humains, mais comment on est relié au vivant et au non-vivant de manière plus large. Et en l'occurrence, le livre L'Art de la joie, c'est un roman avec un espèce de personnage complètement incroyable, mais dont la vie n'est que basée sur le plaisir sexuel, le plaisir de la bouffe, le plaisir total. Et puis, et je pense aussi à Adrienne Mary Brown avec le pleasure activism, où c'est vraiment revenir à une vérité du corps. Et Adrienne Mary Brown se base elle-même sur Audre Lorde, The Use of the Erotics as Power. Donc j'irai voir pour la végétarienne. C'est sûr que c'est fascinant. Et puis je ne sais pas si d'autres personnes veulent écrire des références dans le chat, mais vous êtes les bienvenus pour le faire. Merci tout le monde. Je ne sais pas s'il y avait d'autres remarques, d'autres pistes ou des angles morts peut-être aussi. Ah, on a des gens ici. Ok. Je ne sais pas comment faire. C'est moi, c'est Robin. Oui. Mais c'est surtout autour de l'horizontalité, mais aussi le geste mimétique. Il y a beaucoup d'échos de
mais l'art avant-garde, néo-avant-garde de la dernier siècle. Puis surtout le surréalisme. Je pense à Bataille, mais plutôt des hommes aussi. Bataille, Roger Calois. Puis, je vais juste demander un peu, est-ce que tu vois s'il y a une valeur de retourner à ce moment ou est-ce que tu vois qu'il y a des accords ou des désaccords dans ce moment actuel, puis il y a peut-être des enjeux au moment entre les deux guerres mondiales, puis après. Puis aussi, une autre observation, c'est qu'il y a une tension avec l'horizontalité aussi. Peut-être c'est moins présent maintenant, mais peut-être pas. Mais surtout à ce moment-là, c'était aussi la surface de production était aussi horizontale. Donc, le capitalisme est aussi horizontal d'une certaine façon aussi. Puis, la pige, le lieu de travail, l'atelier est horizontal. Puis, il n'y a aucune chance de vraiment échapper ça, d'augmenter dans l'échelle hiérarchique, tout ça. Comme ouvrier. Tu es opprimé, tu es gardé au bas. Oui. Alors, je ne sais pas si tu as fait cette comparaison ou c'est plus comme les références que tu as offert sont plus en parallèle, surtout c'est deux époques vraiment différentes. Mais, oui, c'est des époques différentes, mais en même temps, si je ne m'abuse, Georges Bataille, il écrivait en même temps que Woolf aussi, là, à moins que je sois complètement à côté de la plaque, mais il me semble que c'est la même époque. Et ben c'est ça, moi, bon, les surréalistes, ils sont intéressants, surtout très machos. Ça m'intéresse moyennement, mais par contre, Georges Bataille, moi, j'adore, je suis super fan, forever, parce que je trouve que justement, il pense l'économie à partir de processus naturels. Il parle beaucoup de force et de dépenses et d'excès. Et je pense que ça peut sans doute, ma réflexion est sans doute informée par ça parce que je suis comme obsédée. Mais je n'ai pas fait le lien de façon directe. Ensuite, pour ce qui est comme du travail autonome et de l'horizontalité, je ne suis pas certaine d'avoir bien compris, mais je pense aussi que c'est peut-être une distinction importante à faire, que l'horizontalité dont je parle, c'est pas l'horizontalité dont on parle dans des contextes économiques, là, qui est un truc que je comprends pas trop à la base, en fait. Il y aurait comme des rapports économiques verticaux et horizontaux, parce qu'il me semble qu'on est dans tous les... C'est une fausse horizontalité, ça reste une verticalité, on reste soumis à ça. Donc, quand je parle d'horizontalité, c'est à la fois très concret, le corps allongé, mais c'est aussi peut-être quelque chose quelque chose comme une pensée communautaire. Ouais. Merci. Merci à vous. J'ai une petite question, en fait. Est-ce que le terme paresse, est-ce que tu es tombé là-dessus dans ces lectures-là comme étant, enfin la paresse comme étant un phénomène de retrait et de non seulement d'horizontalité, mais surtout de retrait et de refus de cette horizontalité capitaliste, patriarcale, etc. C'est une question super intéressante. Merci beaucoup d'amener cette notion de la paresse, parce que je pense que la paresse, c'est comme l'interprétation productiviste, paternaliste de l'horizontalité. Ouais. C'est une manière, c'est un attribut moralisant. Donc, la personne qui est paresseuse est très mal vue dans la société depuis toujours, depuis avant le capitalisme. C'est la personne qui ne participe pas, c'est la personne dont on peut se passer, en fait. C'est la personne qui consomme, qui prend et qui ne donne pas en échange. Mais ça, je ne pense pas que ça existe. Ça n'existe pas des gens qui prennent et qui ne donnent pas, parce que chaque personne donne quelque chose aussi. Donc, c'est comme une pensée verticale de l'horizontalité, peut-être, et surtout une pensée moralisante et culpabilisante, profondément ancrée dans un bad trip judéo-chrétien. Ce que je trouve vraiment intéressant, par contre, c'est qu'au début du 20e siècle, justement l'époque dont parlait Robin tout à l'heure,
il y a une pensée de l'oisiveté qui commence à s'articuler. Et l'oisiveté, c'est comme entre la paresse et l'action, c'est la contemplation, et c'est quelque chose de l'ordre de... qui est proche de l'enfance aussi. L'enfant est oisif, l'enfant observe, il est distrait. C'est comme quelque chose de global où on n'est pas dans un focus. Et en fait, un écrivain qui a écrit toute son œuvre allongée et que j'adore, Marcel Proust, parle beaucoup de la puissance de cette oisiveté-là. En même temps, lui, il avait comme les conditions matérielles pour être oisif. Là. Il commandait des crèmes glacées au Ritz. Mais je pense que néanmoins... je pense que chez Proust, il y a vraiment un potentiel de pensée comme somatique, politique, parce que c'était un corps malade, un corps écrivant, un corps qui théorisait un temps suspendu et qui a complètement... pour moi, en tout cas, qui a complètement changé le rapport à la paresse, parce que la paresse, chez lui, est un lieu fertile. C'est un lieu d'observation, de contemplation, de connexion avec d'autres mondes, d'autres temps, d'autres géographies, d'autres classes sociales. Donc, oui, c'est vrai, on peut caricaturer Proust comme un type bourgeois, hyper protégé, fils de médecin, c'est ce qu'il était. En même temps, il y a... dans le rapport à, oui, à la géographie, au langage, à l'imagination, ouais, il réinvestit cette paresse-là. En fait, il la voit comme curiosité ou comme regard inouï qu'on porte sur le monde. Mais est-ce que ça me fait penser à quelque chose, en fait, à la notion de labeur et de labeur intellectuel et de labeur mental versus la paresse. Et en fait, lorsque cette notion de labeur intellectuel devient quelque chose d'extrêmement, disons, privilégié, hein, parce que, en fait, alors que tu es en train de faire la vaisselle, tu l'as dit, en fait, il y a quelques minutes, c'est qui cueille ces carottes, ou c'est qui fait son potage, c'est qui fait la vaisselle, c'est qui. Donc du coup, il y a un rapport ici entre cette labeur intellectuelle qui est considérée quelque chose, enfin à mon avis, qui quelque part ne peut exister que comme privilège quelque part, et que cette oisiveté ne peut se transformer en ou bien cette paresse ne peut être de l'oisiveté et de la contemplation que dans un cas aussi de privilège. Donc, tout à fait. Ouais. Tout à fait, c'est un peu ce que j'ai essayé de frôler en parlant de Virginia Woolf, en disant que oui, c'est bien beau une chambre à soi, mais tout retrait dépend de conditions matérielles, et comme comment est-ce qu'on pourrait penser le retrait comme état. Et ça, je pense que ça peut se faire en dehors d'une notion de privilège. Et là, je repense à Tricia Hersey, donc, qui a fondé le Nat Ministry. Elle parle souvent de sa grand-mère qui était esclave et qui, tous les après-midi, fermait un peu les yeux en disant comme « je repose mes yeux ». C'est-à-dire, c'est un espace auquel même quelqu'un qui a vécu le pire a accès. Donc oui, et je suis d'accord que le labeur intellectuel, la paresse, toute cette horizontalité qu'on voit comme au 19e siècle, elle repose sur un privilège colonial, hein, parce que ces beaux tissus-là, ils ne viennent pas de France. Hein. Je pense aussi que, et c'est là aussi où peut-être que il y a l'oisiveté un peu proustienne, rêveuse, privilégiée, mais il y a aussi la fugitivité, le rêve, le marronnage spirituel auquel fait allusion Tricia Hersey. Et ça, je ne pense pas qu'il faut être au Ritz pour le faire. Mais c'est très tentatif, je veux dire, c'est des réflexions qui sont encore en cours, et je réalise que c'est un des points vraiment importants, en fait, les conditions matérielles. Et puis,
Et c'est pour ça, pour moi, que ça se fait collectivement, parce que je pense que si on pense ce travail somatique-là seulement individuellement, alors là, ça va se faire dans un cadre d'inégalité massive, où il y a des gens qui pourront avoir accès à ce repos et d'autres non. Tandis que si on pense en termes collectivité, alors on peut imaginer, peut-être rêver un monde où on s'occupe les uns les unes des autres, de manière à ce que chaque personne puisse avoir accès à ce repos. Ouais. Encore une dernière question. Est-ce que tu es tombée par hasard sur quelque chose qui traite de cette résistance, la résistance révolutionnaire, entre guillemets, face à, ou bien en pleine pandémie, par exemple. Je dis ça comme réponse à toute la force et l'énergie de la masse qui sort dans la rue durant une révolution, mais par contre qui fait face aujourd'hui, je parle par exemple de ce qui se passe à Beyrouth, de ce qui se passe à Mexico, ce genre d'endroit où en fait nous sommes dans une résistance, mais on est coincé. Donc comment est-ce qu'on peut résister tout en étant retiré par obligation, ici non pas seulement par envie ou par besoin, mais par obligation, mais aussi par obligation, ceux qui sont malades, ceux qui ne peuvent pas sortir, ceux qui ont les corps fragiles, etc. Mais aussi, durant la pandémie, donc, quand on est obligé d'être cloîtré. Donc, comment résister dans cette horizontalité, ou bien avec cette horizontalité, en horizontalité. Voilà. J'ai pas les réponses. Okay. J'ai pas les réponses à ces questions. Je peux vous orienter peut-être vers des textes qui peuvent tracer des possibilités. Je pense que le cas de Beyrouth, c'est un cas qui me touche beaucoup pour des raisons personnelles et humaines. Parce que ouais, en fait, au Liban, c'est un peu compliqué parce que c'est comme si l'État qui domine est déjà comme dissous et chaotique. Donc, il n'y a comme pas une chose à laquelle s'opposer spécialement. Mais je pense que c'est j'ai un ami qui était là pendant avant qu'il y ait l'explosion à Beyrouth, quand il y avait des manifs de rue et qui filmaient. Et puis, les gens chantaient, les gens dansaient. Il y avait comme beaucoup de créativité et de joie qui se passait là. Et pour moi, ça, c'est une avenue de fugitivité. L'humour aussi, on le voit dans les États. L'humour, le surréalisme aussi. Ouais. Le réalisme magique pour les pays d'Amérique latine, ou même en Russie, quand on pense au Maître et Marguerite de Bulgakov, c'est ces fuites-là par l'humour, par l'imagination, qui peuvent se dessiner même dans les États les plus totalitaires. Et je pense que l'humour peut faire partie de stratégies horizontales, de désamorçage aussi. Et que l'humour, c'est aussi quelque chose comme le rire, c'est quelque chose qui fait que le corps est traversé d'un spasme aussi comme libérateur, relâchant. Donc, je pense qu'il y a un potentiel là. Et puis, comme je pense par exemple aux memes, comme les Libanais sont super forts pour les memes, comme ils font les meilleurs memes, genre les plus drôles, pour se moquer de leur propre gouvernement, pour se moquer des États-Unis, pour se moquer de tout. Se moquer d'eux-mêmes, surtout. C'est ça, se moquer d'eux-mêmes. Et pour moi, là, et c'est comme le meme de Bernie Sanders, comme il y a une fugitivité, il y a quelque chose qui disloque et qui va ailleurs. Je ne pensais pas que j'allais parler du meme de Bernie Sanders. Je voulais juste vous donner un exemple au Pérou. En tout cas, pendant les mois de novembre, en pleine pandémie, il y a eu un coup d'État doux, qu'on appelle, parce que ce n'était pas comme la violence militaire, mais tous les jeunes, surtout, universités, étudiants de l'école secondaire, ils sont sortis, puis il y en a 2 qui ont été assassinés. Suite à ça, on a fait une grande 150 personnes ici à Montréal, et c'est beaucoup pour les Péruviens.
on n'était pas obligé d'aller, mais moi, j'étais allée parce que je me disais, c'est pas parce qu'on vit au Canada puis on est en pandémie qu'on peut pas être solidaire. Alors, puis suite à ça, il y a eu justement des grandes mobilisations aussi, puis des tueries dans les travailleurs agricoles dans la montagne du Pérou. Alors, c'est pas parce qu'on est en pandémie qu'on peut rien faire. Alors, moi, ce que j'ai trouvé de mon côté, justement avec l'Université de Concordia, c'est de comme pousser justement le débat sur des questions qui nous touchent de près, comme la politique, mais aussi les arts, la littérature, la culture en général, continuer à faire offrir des poésies. Moi, je suis même une poète, alors ça a été très enrichissant, puis on continue à le faire. Le 8 mars, on va faire un récital poétique sur les femmes héroïques de l'Amérique en général, des Amériques. Moi, j'appelle des Amériques parce qu'il y a un certain pays qui s'approprie tout le temps des mots comme si seulement eux étaient des Américains. Alors, on continue à faire des démarches de toutes sortes de façons pour pas justement rester les bras croisés vis-à-vis à la pandémie ou aux problèmes qu'on vit dans les sociétés dans lesquelles on est. Hein. Je suis entièrement d'accord, sauf que, en fait, je parlais des gens qui étaient dans le pays eux-mêmes. Donc, lorsqu'il y a un couvre-feu qui est établi et qu'en fait, on est en pleine révolution, ou on est en pleine révolte, parce que je n'ose plus appeler ça une révolution en tout cas. C'est pourquoi je demandais à Olivia si elle est tombée sur quelque chose qui a été écrit sur ce que c'est que le pouvoir du retrait ou de l'horizontalité dans la résistance en plein, dans un cas de pays en pandémie et en crise en même temps. Vous voyez, c'était surtout ça, parce que je vois que que Olivia, tu avais une longue liste de textes sur laquelle tu t'étais basée, donc c'était vraiment ça ma question. Mais je suis entièrement d'accord avec vous, Madame Loja. On essaie tous de faire ce qu'on peut de là où nous sommes, en tout cas. Et si je peux ajouter quelque chose aussi, je pense qu'il faut penser cette résistance horizontale pas comme réponse immédiate. C'est-à-dire peut-être qu'au Liban maintenant, le refus, l'horizontalité ne peut pas être une résistance. Mais par contre, les gens vont se rappeler de ce qu'ils ont traversé, ils vont se rappeler de ce qui les a échoués, en fait, de ce qui les ont amenés là. Et à partir de ça, ils seront informés et pourront prendre des décisions pour ne pas consentir à un système qui va essayer de se remettre en place, par exemple. Donc, je pense qu'on peut aussi penser ça en décalage et que c'est pas nécessairement sortir dans la rue après le couvre-feu, etc. Ouais, je pense que c'est ça. Peut-être que c'est dans 10 ans qu'on va voir la puissance horizontale en réaction à ce qui se passe maintenant au Liban, au Chili, ici. Tout comme l'horizontalité de Nap Ministry de Tricia Hersey répond à la violence de l'esclavage 100 ans plus tard. Donc, je pense que on sort du présent et on sort du corps individuel parce que nos corps gardent quelque chose en mémoire qui va se transmettre à ceux qui suivront. Et c'est pour ça que c'est ça pour moi le somatique et politique et oui, en vous écoutant parler, je pense que c'est ça, c'est pas dans la réponse immédiate. On n'aura pas la satisfaction de démanteler les systèmes qui nous oppressent de notre vivant. On ne l'aura pas. Moi, je pense pas, en tout cas. Par contre, on peut cultiver des états qui permettent qu'éventuellement d'autres mondes seront possibles. Oui, c'est dans la temporalité ou dans la longueur, dans la distance surtout. Et c'est très cruel à penser cette temporalité parce qu'en attendant, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui souffrent vraiment concrètement. Donc, je ne dis pas ça à la légère comme si c'était juste une question de patience. Mais c'est ça, c'est un mouvement beaucoup plus lent. Et c'est comme
j'aime beaucoup chez Trisha Hersey cette idée de guérison en rétrospective. Nous sommes les ancêtres que ceux qui suivent vont guérir. Merci. Mais merci à vous, ça me fait réfléchir, ça enrichit ma réflexion. Juste avant de quitter, je peux te poser une question rapidement? Bien sûr. Oui, en fait, c'est d'un point de vue littéraire, avec le livre que tu viens de publier, Rien du tout. Est-ce que tu ne crois pas que c'est précisément une tentative de matérialiser cette posture-là d'un point de vue dans l'écriture? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Peut-être, moi, posture, je ne suis jamais sûre avec ce mot. Mais je pense que dans Rien du tout, il y a un... Ça ne s'inscrit pas exactement dans ces réflexions-là. Pour moi, ces réflexions-là, je dirais qu'en toute franchise, elles sont venues après. Mais par contre, je frôle avec ces états-là. Je parle beaucoup de... Oui, non, en fait, tu as raison, c'est vrai. Parce qu'il y a une espèce de dépression qui mène à une immobilité, qui mène à une pensée intergénérationnelle et aussi à une pensée écologique où le corps répond aux écosystèmes qui s'effondrent et où le corps devient comme un oursin ou ou végétal, minéral. Donc oui, en fait, je m'en étais pas rendu compte, mais c'est ça que j'ai fait. Merci. Ouais. Et voilà. Mais c'est hyper riche comme échange et puis ça m'inspire pour l'atelier à venir aussi. Je ne sais pas si je peux me risquer à une dernière question. Je sais qu'on déborde un peu. Moi, je me demandais, la question qui me reste un peu en tête, c'est comment répondre à la récupération néolibérale, individualisante de ces idées hyper séduisantes, comme on a dit, là, les coussins douillets, l'idée de la forme allongée. Donc, est-ce qu'on doit penser une forme du refus ajouté pour répondre à cette logique de récupération ou à des formes de protection? Je ne sais pas si tu as quelques idées en tête pour ça. Tout à fait. En fait, je vous orienterai encore vers cet entretien avec Trisha Hersey parce qu'elle, c'est quelqu'un qui, maintenant, qui fonctionne un peu par Twitter, par Instagram aussi. Et ça, c'est des lieux de haute récupérabilité et de haute capitalisation sur le repos, ce dont on témoigne aujourd'hui aussi. Où le self-care est un produit et on est très très loin de ce que nommait Audre Lorde dans A Burst of Light. Mais je pense que c'est en ressassant et puis c'est par c'est par la non-représentation, c'est par le retrait, c'est par des pensées qui sont plus opaques et qui sont souterraines. Donc en fait, on ne parle pas d'une publication Instagram avec un truc qu'on peut citer et reprendre comme ça. C'est des pratiques qu'on se transmet. Et je pense que c'est ça, il faut se méfier des réseaux sociaux à cet égard-là parce que ça amène une décomplexification et une marchandisation de ce type de pensée-là. Et ça, c'est le pire qui peut arriver à une pensée abolitionniste. C'est comme la banque TD qui se met avec l'arc-en-ciel pendant la Gay Pride. Là, je veux dire, c'est le cauchemar, quoi. Donc, mais est-ce que j'ai une stratégie bulletproof? Non. Mais je pense qu'il faut rester encore... dès qu'on est dans la lenteur, on est dans une recomplexification, donc on est dans quelque chose d'un peu plus opaque, plus difficile à récupérer. Et pour moi, la question, c'est plutôt comment est-ce qu'on rend les choses opaques tout en faisant en sorte qu'elles soient accessibles. Merci. Ouais. Mais merci beaucoup, effectivement, c'est vraiment un des dangers qui guettent. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions pour finir? Bon. Mais merci, Olivia, pour cette présentation lumineuse et opaque. Opaque et irradiante. Oui. Oui, mais j'invite tout le monde à remercier Olivia
pour la première partie de sa contribution à ce programme. Puis, tout le monde ici est invité à s'inscrire à l'atelier la semaine prochaine, mercredi prochain, fin d'après-midi. Alors, j'ai hâte de recevoir tes emails, tes inscriptions. Bon après-midi à tout le monde. Merci tout le monde pour votre écoute attentive, pour les beaux échanges qui ont eu lieu et qui vont continuer à me travailler, c'est sûr. Et puis, j'espère qu'on se voit la semaine prochaine pour continuer. Mais dans tous les cas, tout ceci sera disponible, comme Robin l'a précisé plus tôt, si vous voulez développer vos réflexions autour de ça. Donc, je vais filer. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation encore à la galerie. Et bon après-midi lumineuse à tout le monde.